Story. La première prison pour les 100 plus gros narcotrafiquants, ouverte dès juillet prochain. Voilà ce qu'annonce hier le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Bonjour Wilfried Fonck. Bonjour. Vous êtes à la tête des surveillants pénitentiaires, du syndicat des surveillants pénitentiaires. Vous êtes prêts? C'est possible? C'est envisageable? C'est souhaitable? Écoutez, en tout cas, il est dans la continuité de ce qu'il a annoncé depuis la période Noël-Nouvel An. On savait déjà qu'il souhaitait effectivement regrouper ces narcotrafiquants au sein d'une même structure pour justement avoir une prise en charge un peu adaptée. Nous, effectivement, on est finalement dans la droite ligne des revendications de l'UFAP, puisque depuis 30 ans, on demande à ce qu'on différencie les détenus, à ce qu'on différencie les établissements pénitentiaires en fonction de leur profil pour justement pouvoir adapter cette prise en charge pénitentiaire et carcérale. Aujourd'hui, on y est sur les narcotrafiquants. Alors, il faudrait pas que la solution proposée finalement devienne un problème, parce que c'est vrai qu'en quoi ça pourrait se transformer en problème? C'est-à-dire qu'à la fois, il faut pas se focaliser uniquement sur les narcotrafiquants, parce qu'il n'y a pas que eux en prison, il n'y a pas que eux qui posent des difficultés de gestion, bien au contraire. Et puis d'un autre côté, en termes de calendrier, il est évident que le 31 juillet, ça fait quand même assez court. Alors, on a l'habitude des annonces politiques et derrière, on se dit de toute façon, c'est pas grave, l'intendance va suivre. Ouais, seulement aujourd'hui, la tendance, c'est vous, quoi. La tendance, c'est les personnels sur le terrain. Et les personnels sur le terrain, aujourd'hui, c'est de gros points d'interrogation, parce que quels moyens on va mettre à disposition? Parce que 4 millions d'euros, certes, c'est une enveloppe budgétaire conséquente. On n'a toujours pas le site qui est retenu aujourd'hui. On ne sait pas laquelle des prisons va devenir la prison spécialisée pour les narcotrafiquants. Voilà, et une fois qu'elle sera effectivement annoncée, derrière, il va falloir mettre en route l'ensemble de ces travaux de sécurisation, quoi qu'il en soit. Ensuite, derrière, on nous annonce à demeure des équipes d'ERIS, notamment à hauteur de 40 personnels. Ok, d'accord, mais lesquels? Les ERIS qui sont déjà en place, donc c'est-à-dire qu'on va déshabiller Paul pour aller habiller Jacques, ou est-ce qu'il va falloir aller rechercher encore une fois des agents qui, eux, sont en établissement? Alors, la question aussi, Wilfried Fonck, c'est la question d'une sorte de mise sous cloche de ces prisons. C'est-à-dire que ce qui est évoqué, c'est aussi la question du rapport à l'extérieur de tous ces détenus qui, on l'avait vu tragiquement dans le cas de Amrin, c'est-à-dire celui qui a été libéré en quelque sorte en tuant 2 de vos confrères au péage il y a plus de 6 mois maintenant, et qui est considéré comme un des grands fugitifs. On a découvert ou redécouvert à la faveur de cette échappée qu'il avait en prison commandité des crimes, continué à gérer son trafic. L'idée aussi de cette narco-prison, en quelque sorte, c'est de mettre sous cloche cette prison et qu'il n'ait vraiment plus d'accès à l'extérieur. Est-ce que ça, c'est virtuel, ou est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Alors, c'est à la fois souhaitable, oui, possible, effectivement, si on y met les moyens. Et puis, au-delà des moyens matériels, c'est aussi, quelque part, revenir sur certaines dispositions législatives. Je pense notamment à l'article 57 de la loi pénitentiaire de 2009, qui interdit aujourd'hui au personnel de surveillance de fouiller intégralement les détenus à la sortie des parloirs. Donc, comme on n'a pas de dispositif de séparation, pardon, mais à chaque fois vous nous dites ça, c'est vrai que ça paraît fou. Parce qu'on se dit, en fait, on s'est retiré les moyens, tout simplement, de vérifier qu'ils rentrent pas avec des produits, des objets dans leurs cellules. On vous a privé de ce moyen-là. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai coutume de dire qu'au final, on nous autorise à planter un clou, mais on nous interdit d'utiliser le marteau pour le faire. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc il y a des choses comme ça qui ont l'air d'être simples, mais oui, quand on n'a pas les moyens de pouvoir d'exercer nos missions de sécurité, c'est pas évident. Il y a ce scandale qui a été révélé il y a quelques jours dans la prison d'Osny. Il y a 5 surveillants qui ont été mis en examen pour avoir potentiellement laissé rentrer et fait passer, même livrer quasiment, des téléphones, des consoles de jeux à des détenus contre rémunération. Est-ce que c'est une préoccupation pour vous, la question d'une sorte de corruption à bas bruit de certains de vos confrères ? Alors, il est évident que le sujet de la corruption apparaît régulièrement dans les médias. Là, une fois encore, c'est un mot qui avait été utilisé par le procureur de Marseille, notamment. Oui, non, j'entends bien. Encore une fois, c'est pas une image positive qu'on renvoie des personnels. Et c'est ce que je déplore le plus, parce que l'immense majorité de nos agents sont des personnels corrects qui font leur mission dans des conditions très très difficiles. Et ça met pas en avant tout ça. Alors oui, après on va pas se voiler la face. Et effectivement, il y a une partie des personnels qui, à un moment donné, met la main dans le pot de confiture. Maintenant, il faut connaître les motivations. Est-ce que c'est véritablement dans l'objectif
d'obtenir de l'argent, c'est-à-dire par appât du gain, ou est-ce que c'est aussi dans le cadre de pression, de menaces qu'ils peuvent aussi recevoir de l'extérieur? Et la grande crainte que vous avez effectivement et sur laquelle vous alertez souvent, c'est la menace qui est faite à vos confrères, menace physique sur eux, sur leurs femmes, sur leurs enfants, à qui on dit si tu ne me donnes pas ça, si tu ne me fais pas passer ça, je sais où habite ta femme, je sais où habitent tes enfants. Voilà, c'est exactement ça. Alors aujourd'hui, c'est quel levier on peut actionner en termes de prévention, en termes de dissuasion, pour que les personnels, eux, puissent continuer justement à exercer cette mission de sécurité, cette mission de force de justice, parce que quelque part, c'est ce qu'on est. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très démunis face à ce phénomène de la corruption. Merci beaucoup, Wilfried Fonck, d'être venu dans ce studio ce matin.